était un peu très taquin, surtout avec moi. Et il me pose la question si ce que j'ai découvert ou bien ce que j'ai mis par écrit dans cette théorie est applicable. Mais je suis surpris de voir que M. Ndao lui a répondu que peut-être ce n'est pas seulement applicable en économie, mais et là, moi-même, je me pose la question que je me suis posée souvent, de savoir ce que c'est que l'économie après avoir fait près de 30 ans d'économie. Voilà, ceci dit, ce bouquin s'appelle « Monnaie, structure et sous-développement ». Monnaie, pourquoi? Parce qu'on nous avait dit que la monnaie fait le développement. Surtout pourquoi? Parce qu'on nous avait dit que le développement était la structure. Le sous-développement, pourquoi? Parce que depuis que l'on parle de monnaie et de structure dans nos pays, on dit que nous sommes sous-développés. Bon. Ça a été un casse-tête pour moi. Quand j'ai fini mon diplôme d'études économiques supérieures à l'époque à Strasbourg, j'ai dit je veux faire une thèse sur la monnaie et le développement de l'Afrique. C'était la première proposition. Il y a le professeur Fitoussi, un grand maître aujourd'hui, qui a dit ok, il était très libéral, si vous pouvez. J'ai commencé, après je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais que le problème qui se posait n'était pas celui que j'avais posé au départ, mais il était beaucoup plus profond que celui que j'avais posé. Et c'est là que je suis arrivé, après 5 ans de recherche, à la monnaie, au titre suivant, à ce titre, monnaie, structure et sous-développement. Que dit le livre? Jusqu'à ce que je fasse cet ouvrage, le sous-développement comme le développement était la critique de la Banque mondiale du Fonds monétaire. Or, ces organismes n'étaient que des thermomètres de la situation globale du monde, dont, après la reconstruction de l'Europe, il avait eu la mission d'organiser les pays non développés aux pays qu'on appelait sous-développés à cette époque, aux pauvres, autour de la richesse de l'Occident et de l'aide occidentale. Donc en fait, la vraie critique, ce n'était pas ces thermomètres, sauf si on voulait les casser, mais c'était de savoir quelle était leur mission. Et c'est là que nous retombons dans les fondements sociaux de l'économie et le développement mondial intégré. Donc, on nous dit qu'ils étaient là pour faire le développement mondial intégré dans les années 50. On adopte cette formule, qu'on va faire le développement mondial intégré, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont considérés comme des structures de référence pour la conduite de ce développement mondial intégré à travers leur aide qu'ils pourraient apporter aux pays pauvres et la participation des bailleurs de fonds qui auraient les moyens pour aider ces pays à se développer. Ceci dit, j'ai dit, mais tout ça c'est bon. Mais en fait, qu'est-ce que le sous-développement? Et je me suis rendu compte que le sous-développement est une présentation comparative des cultures juxtaposées dans l'espace. Et ça, jusque dans les années jusqu'au XXe siècle, c'est cette juxtaposition paisible qui caractérisait le sous-développement. Mais à partir du début du siècle, du XXe siècle, il y a une réaction des pays pauvres qui veulent leur indépendance. Et quand on leur donne cette indépendance, le problème se pose autrement. On ne l'accompagne pas de la dimension sociale et culturelle qu'il leur fallait pour se sentir indépendant, donc avoir une monnaie indépendante. Et c'est là que les problèmes de l'indépendance vont se cristalliser autour de la monnaie. Donc, si on n'a pas de monnaie, on n'est pas indépendant. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui, par exemple dans le cas de la zone franc. Parce qu'on n'a pas été décroché de la zone franc,
on est considéré comme encore colonisé. Le concept, là c'était la fiche première concernant le sous-développement. La fiche 2, le concept de champ monétaire, et que j'ai élaboré, est un concept de la monnaie, de l'action de la monnaie à distance. Parce que généralement, nous sommes tous piégés par la monnaie parce que la monnaie, c'est ce que nous avons dans les poches et que nous utilisons pour acheter de quoi on va manger. Mais en fait, ce n'est pas ça la vraie puissance de la monnaie. La puissance de la monnaie, c'est son action à distance. Le mur de Berlin est cassé à distance par la monnaie occidentale. Il n'a pas eu besoin de passeport. Elle n'a pas eu besoin de passeport pour le casser. La tour, les 2 tours de Wall Street s'écroulent à travers la puissance de la monnaie à distance. Donc, de la violence de la concurrence des hommes derrière la monnaie. Et quand les économistes classiques nous disaient que la monnaie, c'était d'abord la culture, et que nous n'avions pas de culture ni de monnaie, ça a été ma grande préoccupation dans toutes les recherches que j'ai pu faire pour savoir, mais qu'est-ce que la monnaie en réalité? Et quand j'ai voulu savoir, j'ai regardé des grands experts, comme le conseiller financier français, Jacques Rueff, à Londres à l'époque, qui avait eu presque la même préoccupation, qui, voulant faire de la recherche sur la dynamique monétaire, se retrouvait avec son livre de l'ordre social. Et il a intitulé le livre « L'ordre social ». À ma grande curiosité, quand j'ai examiné ce livre, je me suis rendu compte qu'il n'a pas exploité les conclusions de sa recherche. Si la monnaie est l'ordre social, pourquoi se déclare-t-il alors un libéral des libéraux parmi les planistes? Et lui, jusqu'à la fin de sa vie, n'avait pas compris lui-même pourquoi il était libéral, parce que bien que la monnaie soit l'ordre social, il pensait que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir dans l'organisation du développement, dont le développement était microéconomique. C'est pourquoi, pour les journalistes qui auront le résumé, ils verront que la critique de la Banque mondiale est d'abord leur fondement sur la microéconomie. C'est l'économie des individus, et qui caractérisait déjà la culture occidentale dont ils étaient originaires, et que ça a eu sa crise à la fin au quatrième trimestre de 2020, tout particulièrement dans les 10 dernières années de 2020, cette théorie, je ne rappelle même pas théorie, ces modèles a eu sa crise et nous sommes restés sans théorie. Et c'est là que je me suis dit, il était important de voir comment on peut faire alors le développement intégré, mondial intégré, sans théorie, et dire qu'une culture et un modèle est sans théorie, c'est dire qu'il est sans politique, ou du moins sans politique cohérente. Voilà ce que essaie de dire le livre. Et le livre va arriver à la conclusion suivante, que une théorie, à la conclusion suivante, la construction d'une théorie générale de la monnaie et de la relativité culturelle. Parce que la monnaie, étant cet équivalent général de tous les biens, elle est l'attracteur général de toutes les cultures. Mais les cultures sont des attracteurs particuliers qui tirent chaque peuple, chaque individu vers ses origines. Mais c'est la monnaie qui les décolle de ces origines-là et crée des systèmes d'instabilité sociale et culturelle. En fait,
Voilà ce que j'ai essayé de dire dans le livre. Et en y entrant, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Et le 4e de page, où il y a ce résumé, vous le montrera déjà. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'il est mieux d'ouvrir le débat pour s'interroger sur la réalité, sur les questions réelles d'aujourd'hui, plutôt que de rester sur les conclusions de recherche auxquelles je suis arrivé. Je vous remercie.